chacun va prendre une petite minute à présenter la mission de son entreprise en 2 mots. Donc on démarre par M. Tawfiq Al-Haj. Vous permettrez juste que je dise un petit mot pour l'invitation Bien sûr, et le bien succès que cette manifestation a. Je souhaiterais qu'elle ne soit pas la dernière et qu'il y en a plein d'autres. Alors, la Caisse centrale de garantie est un établissement de crédit un peu particulier, une banque particulière. Nous sommes dans le financement de la PME, l'industrie entre autres. C'est un premier secteur dans lequel nous intervenons, il arrive en premier. Nous sommes dans 3 domaines d'activité stratégiques. Nous sommes dans la garantie des crédits d'investissement, nous sommes dans le cofinancement des projets industriels et nous sommes également, je pense que ce sera un sujet de tout à l'heure, dans l'equity, les fonds d'amorçage, la start-up et ainsi de suite. Très bien, merci. On passe la main juste à côté, c'est le Mehdi. En 2 mots, CRI, s'il vous plaît. Le Centre régional d'investissement, donc c'est un établissement qui a pour mission principale l'accompagnement des investisseurs. Donc c'est un acteur public au service des acteurs privés. Donc 2 volets principaux, la création d'entreprises, donc toutes les démarches, on peut... Ce qui nous intéresse le plus, c'est le volet investissement pour aider les entreprises à... aider les entreprises à s'installer au niveau de la région Casablanca. Merci beaucoup. Monsieur Smar. Alors MedZ, c'est une société de droit privé, filiale du groupe CDG, qui a été créée en 2002 et qui accompagne la mise en œuvre des différentes stratégies sectorielles et particulièrement la stratégie industrielle depuis sa première version. Et donc nous sommes ménageurs développeurs de zones d'activité nouvelle génération. Parfait. C'est Abdelhamid Aqsbi. Merci. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasoulillah. Maroc PME, c'est l'agence nationale qui s'occupe de la petite et moyenne entreprise. Nous sommes une structure publique avec une gestion quand même privée. On dépend du ministère en charge de l'industrie, donc on est en plein dans le plan d'accélération industrielle avec les écosystèmes. Nous avons un business model et des objectifs qui sont tracés aujourd'hui jusqu'à 2020 en termes d'accompagnement des entreprises et en termes également et surtout de contribution à la création d'emplois. Donc nous portons sur nos épaules 135 000 emplois à créer d'ici 2020. Nous sommes donc également un bilan 14-16 parce que le plan d'accélération industrielle a commencé à partir de 2014 et nous sommes à hauteur de 50% des objectifs qui ont été tracés 2020. Maroc PME, c'est également de l'accompagnement financement, c'est ce qui intéresse. Très bien. Bon, et donc le financement, nous sommes sur 2 pavés, financement de l'investissement à travers de la subvention à fonds perdus, mais également de l'assistance technique. Très bien. D'accord. Et donc, bien entendu, qui dit financement ne veut pas dire distribution de l'argent. On va revenir plus en détail à ces produits, c'est Abdelrahim. D'accord. C'est Jafar. En 2 mots. Merci. Tangemed Zones est la société partenariat public-privé qui regroupe aujourd'hui l'action territoriale et d'accompagnement des investisseurs de l'entité publique TMSA. Donc c'est une société de droit privé aussi, qui regroupe des actionnaires institutionnels, des banques, des fonds de pension, des opérateurs économiques institutionnels privés et un acteur public qui est l'agence spéciale Tangemed et qui est en charge donc de la mise en place des zones industrielles franches ou des zones industrielles à destination du marché national, en plus de zones d'activité de services. Parfait. Merci, c'est Jafar. Bonjour tout le monde et merci à l'Industrie du Maroc pour l'invitation. Je rectifie Tawfiq Al-Haj, je rectifie Zouhair Ben Jelloun, qui est directeur général de Supply Chain SNTL. Pas de souci. Merci. Alors, SNTL Group, leader national de transport et logistique, 80 ans d'existence, de société de droit privé et d'actionnariat public. On parlera plus en détail un petit peu des services que nous mettons en place. Très bien. Merci. Alors, je vais revenir vers vous, c'est Tawfiq. Quel est aujourd'hui votre apport en tant que CGI dans l'accompagnement de l'industrie au Maroc? Concrètement, qu'est-ce que vous avez comme offre et quelle est votre contribution dans l'accompagnement de l'industrie marocaine? Alors, pour répondre à votre question, il est très important de connaître un petit peu notre positionnement stratégique. Nous sommes un établissement de crédit, nous sommes une banque, mais pas comme toutes les autres banques.
notre rôle, c'est ne pas de remplacer les acteurs du marché. C'est-à-dire les acteurs du marché, ceux qui offrent du financement, la dette plus particulièrement, et le leasing et ainsi d'autres acteurs. Et ceux qui demandent le crédit, c'est les PME. Donc c'est un marché qui a ses propres règles, son régulateur, ses acteurs. Nous, dans ce marché-là, normalement, quand il y a une offre une demande de crédit et une offre, quand il y a la rencontre, tout le monde applaudit, mais quand il n'y a pas la rencontre entre l'offre et la demande, il y a un hic. Et souvent, nous, notre rôle, c'est de s'interroger sur la non-rencontre sur cette offre et demande de crédit et dire qu'est-ce qu'on peut faire pour, de telle sorte à ce que cet investissement se réalise et que le financement soit mobilisé pour l'industrie, la petite et moyenne industrie. Alors, ce que nous apportons, c'est notre garantie. Tout banquier que vous connaissez, il reçoit des demandes de financement et dans l'appréciation, il fait le business model, les cash flows futurs et des fois, il se pose des questions sur... il n'est pas assez pushing, il n'est pas assez audacieux pour y aller. C'est là où nous intervenons et dit, monsieur, vous avez de la réticence, allez-y, nous portons une partie du risque avec vous. Nous partageons le risque. C'est ce qui fait aujourd'hui que sur l'ensemble de notre portefeuille qui fait plus de 14 milliards de dirhams Très bien. Ça représente quoi les financements secteur industriel dans ce portefeuille? C'est pratiquement un tiers. Et c'est le premier secteur. Et c'est pratiquement tous les secteurs de l'industrie qui en enveloppe un volume de combien? Quand je dis 14 milliards, un tiers, vous divisez par 3, vous avez le chiffre. Vous avez également, ça c'est pour la garantie. Et sur la garantie, notre raison d'être, c'est ouvrir la porte du crédit. Ou bien faire de telle sorte à ce que les financements soient augmentés, qu'on passe de 5 à 10, 10 à 15 et ainsi de suite. Il y a un autre volet, c'est le deuxième, c'est le cofinancement. Là, nous agissons beaucoup plus pour intervenir sur la compétitivité des entreprises. Autrement dit, nous cofinançons avec les banques, dans le cadre d'un consortium bancaire, des projets d'investissement industriel, mais dans lequel notre part, celle que nous accordons à l'entreprise, elle va être à un taux très intéressant de 2% de l'an. Ce 2% de l'an, qui est de loin très faible par rapport au coût du marché, va agir sur la compétitivité de ces entreprises et améliorer un petit peu leur business et leur développement dans le marché. Il y a un troisième domaine assez important, très intéressant. On a assisté à un débat très riche à la fin du panel précédent, celui de l'innovation des startups, de l'amorçage. Et c'est le domaine de l'equity, des fonds d'investissement. Nous avons constaté, et c'est le dernier point sur lequel je vais intervenir, nous avons constaté déjà au moment où tout le monde se rappelle l'émergence industrielle, comme quoi il fallait un petit peu aider la PMI en ramenant les sociétés de fonds d'investissement sur la petite et moyenne industrie. Sur les fonds d'investissement, personne n'y allait. Parce que le ticket moyen que nous avons constaté, c'est 80-100 millions de dirhams. La PMI n'était pas dans leur scope. Donc il fallait les ramener ces gens pour qu'ils investissent. On sait très bien l'apport que font ces fonds d'investissement, c'est qu'ils ont une capacité de challenger, de valoriser le business, de telle sorte à ce qu'ils puissent le céder avec une plus-value. Mais la PMI, personne n'en voulait. Parce que c'était risqué, parce que les coûts de transaction étaient très forts. Et c'est là où nous sommes intervenus, où nous avons lancé sur la place 2 fonds d'investissement qui sont gérés aujourd'hui par 2 sociétés de gestion privées et qui sont en fin de dernière année d'investissement. Il y a un dernier qui... C'est la dernière année. Il y a un autre qui vient de sortir, Innovinvest. Alors, je vais en parler. Innovinvest. Fonds Innovinvest, je vais en parler. Alors, cette année, c'est la dernière année d'investissement et ils sont pratiquement, un a déjà atteint, elle a tout investi et un deuxième qui est en train de tout investir. Pour vous dire qu'il fallait juste une petite solution intelligente pour faire amener des investisseurs privés, et c'est ça tout l'intérêt du dispositif, sur ce segment-là. Alors l'investissement, maintenant sur le fonds d'investissement, vous savez, il y a le développement, il y a la croissance, il y a la transmission, mais il y a le chaînon manquant chez nous au Maroc, c'est les fonds d'amorçage. Encore une fois, pour une raison, j'allais dire facilement compréhensible, c'est que c'est un segment très risqué. L'investisseur privé n'y va pas facilement, on n'y va pratiquement pas du tout. Il y a quelques initiatives
Ici et là, on en a eu, il faut les citer parce qu'ils ont eu le courage d'exister. Je parle au fond d'IAM, je parle de MNF qui ont existé. Aujourd'hui, on dit que pour que ce business existe, il faut, pour que ces jeunes qui sont primés pratiquement tous les jours dans la presse, on entend un Marocain qui a été primé. Maintenant, comment transformer l'idée en business? Comment transformer les idées en plan d'affaires et en unité créatrice d'emplois et de richesse? Parfait. Nous avons lancé nous sommes en train de sélectionner 2 fonds d'amorçage. Nous avons la première sélection fin de la première semaine de juin. C'est la dernière étape où 2 sociétés de gestion vont être sélectionnées. Alors, 2 sociétés de gestion, qu'est-ce qu'ils vont faire? Elles vont gérer des fonds d'amorçage. De chacun, minimum 150 millions de dirhams. Très bien. Ces 150 millions de dirhams vont être destinés... Ils vont faire de l'accompagnement aussi? Non, ils vont investir. Ils vont investir dans des projets innovants. Alors, les projets innovants, c'est dans le business, on appelle ça du seed, du early stage et du capital risque. Ça voudrait dire c'est le passage du prototypage à go to the market. Et la deuxième, c'est l'accélération. Et le troisième, c'est le capital risque. Nous sommes sur ces 3 segments. Mais, dernier point, on s'est dit que pour ces gens-là travaillent, il leur faut un écosystème dans lequel ils vont faire leur marché. Les gens du métier à personne faire du sourcing. Et là, on est en train de labelliser des acteurs qui vont essayer de faire de distribution de notre produit de financement. Parce qu'on sait que l'innovation, c'est un pas dans l'avenir. Et que pour y aller, ils ont besoin d'argent, de cash. Et ce cash-là, ce n'est pas un cash de crédit classique. Donc il faut aller des fois avec du grants, avec de l'aide, avec des prêts d'honneur. Et nous sommes en train de sélectionner ces structures privées, labellisées, qui vont utiliser ces outils de financement en faveur de ces jeunes qui vont être sélectionnés. Chaque structure aura sa propre méthode. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Parfait. Donc je passe la main à Sir Abdelrahim Aqsbi. Aujourd'hui, votre business model est différent du business model de CGI. CCG, pardon. Qu'est-ce qu'on apporte comme accompagnement à l'industrie marocaine? Alors, comme je l'avais commencé tout à l'heure, Maroc PME est une structure qui accompagne donc les entreprises qui ont moins de 200 millions de dirhams d'abord. D'accord? C'est ce que pour nous la définition d'une PME, 200 millions de dirhams par an comme chiffre d'affaires. Nous sommes, si vous voulez, notre ADN, elle se base sur 2 grands pavés, d'accord, à partir desquels beaucoup d'offres sont déclinées aujourd'hui, ou sont en train d'être déclinées. Et donc le premier pavé porte sur le soutien carrément à l'investissement. Donc il s'agit de soutenir financièrement, donc appuyer, contribuer à l'effort d'investissement des entreprises qui ont des projets d'investissement impactants. Nous pouvons aller jusqu'à, pour vous donner un exemple, jusqu'à 10 millions de dirhams de contribution de l'État. Bien entendu, ce n'est pas de la distribution de fonds, c'est beaucoup plus de la recherche et de l'acquisition d'impact. Donc il est clair que la contribution de l'État, à travers cette contribution, on cherche un retour sur investissement en termes de création d'emplois, ainsi qu'en termes de création de valeur ajoutée. Nous adressons aussi bien les marchés donc à l'export, le marché à l'export, que celui national. Si on peut faire un focus, sur l'industrie, le secteur industriel aujourd'hui, quelle contribution de Maroc PME en termes d'accompagnement, qu'est-ce que ça représente, je dirais, en termes de bilan? Alors, effectivement, tout à l'heure, je l'ai également mentionné, aujourd'hui, le bilan sur l'étape 14-16, 2014-2016, comme je l'ai dit, le plan d'accélération industrielle a démarré en 2014. Nous sommes aujourd'hui à 650 petites, très petites et moyennes entreprises accompagnées qui ont investi 5 milliards de dirhams et qui ont bénéficié d'une contribution
de l'État de 900 millions de dirhams et qui vont créer plus de 46 000 emplois. Donc nous sommes franchement focus sur l'industrie. Notre action est à hauteur de 85%. Très bien. Quel type de projet d'accompagnement, c'est Abdelrahim? Tous les projets d'amorçage, les projets de création qui sont dans les écosystèmes industriels, mais également les projets pour des entreprises qui existent et qui veulent développer des marchés, faire des extensions capacitaires, augmenter leur capacité, les projets à teneur technologique, d'innovation, bien entendu, comme tout à l'heure l'atelier, on a parlé d'innovation marché qui est destiné, les projets de co-développement, c'est essentiel dans notre accompagnement, c'est-à-dire les projets dans un écosystème où vous avez une locomotive qui tire des PME fournisseurs. Nous sommes dans l'accompagnement de ces fournisseurs pour qu'ils puissent répondre aux exigences des donneurs d'ordre. Nous sommes également dans l'innovation en amont, puisque le Centre marocain d'innovation, aujourd'hui, il est, entre guillemets, récupéré par l'agence. Et nous sommes en train de mettre en place une offre spécifique aux startups. Très bien. C'est Zohaib Benjelloun. Donc aujourd'hui, vous êtes directeur général de Supply Chain SNTL. Vous êtes en relation avec le secteur industriel. Quelle valeur ajoutée aujourd'hui SNTL apporte au secteur industriel? Quel accompagnement vous offrez aujourd'hui? Écoutez, pour commencer avec le commencement, nous mettons déjà, nous sommes, il faut le définir déjà, nous sommes intégrateurs d'écosystèmes logistiques au service de la compétitivité de l'économie nationale et l'économie africaine. Donc ça, c'est de prime abord. Par ailleurs, c'est quoi? Je m'explique. Déjà, notre métier, notre core business, c'est le transport. Donc, tous les jours, nous transportons les biens de ces sociétés industrielles, donc leur permettant d'avoir de la massification des flux et des optimisations en termes, si vous voulez, de chemin et de flux. Donc déjà, c'est un premier point. Donc le fait d'avoir vraiment un service de qualité et avec des prix compétitifs, et aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est la traçabilité que nous offrons à l'ensemble de nos clients. Aujourd'hui, nous avons beaucoup innové dans l'approche et nous disposons aujourd'hui d'un centre qui s'appelle Tamayouz, donc Supply Chain, qui a pu innover il y a déjà 2 années sur une tour de contrôle aujourd'hui à même à donner la traçabilité à l'ensemble de nos clients nationaux. Aujourd'hui, vous transportez via la SNTL, vous pouvez connaître vraiment l'acheminement de votre marchandise de porte à porte. Ça prime. Deuxième des choses, nous étions parmi les premiers à innover dans un nouveau système douanier, un nouveau régime, si on peut l'appeler, qui s'appelle l'EPB, l'entrepôt privé banalisé, où l'ensemble de nos industriels, importateurs surtout et distributeurs sur le marché local, comme les étrangers, les investisseurs étrangers, puissent disposer, si vous voulez, d'incentives fiscaux en termes de gestion de trésorerie. Je m'explique, c'est un régime qui vous donne droit à avoir une sorte de magasin avancé, et c'est surtout pour les pièces industrielles intéressantes, où vous voulez vraiment constituer un stock conséquent, mais en franchise de droits et taxes pouvant aller jusqu'à 23 mois. Et donc c'est là, vous ne payez les droits et taxes qu'une fois vous mettez à la consommation. Et encore un autre incentive que la douane a mis en place, on l'a mis en collaboration avec la douane, c'est qu'au bout des 23 mois, si vous n'arrivez pas à couler votre marchandise, vous pouvez la réexporter. Troisième des choses, nous étions parmi les premiers logisticiens. Bien sûr, il y a la casquette nationale. Il ne faut pas l'oublier, nous sommes un acteur national. Et donc, on a comme mission de tirer vraiment la profession vers le haut. Et nous avons été les premiers à investir au niveau de TMSA, au niveau de la zone MEDUB. Donc, avec un magasin avancé fournisseur, ce qu'on appelle communément un MAF. Et ce magasin-là, bien sûr, on a mis du temps, on a cru au produit. Ce n'est pas tout de suite qu'on a pu vraiment afficher, si vous voulez, une rotation. Mais quand même, on a dû attendre quelques mois. Mais maintenant, la vérité, le résultat est probant dans la mesure où aujourd'hui, nous faisons travailler quasiment 23 000 m². Nous sommes le premier exploitant au niveau de MEDUB parce que nous gérons le booster de Decathlon sur 20 000 m² et 3 000 m², si vous voulez, d'autres clients, surtout fournisseurs Renault, comme ça a été expliqué ce matin. Donc l'ensemble, si vous voulez, de ces services... Vraiment un accompagnement à forte valeur ajoutée. Exactement. Maintenant, vraiment votre retour d'expérience dans ce secteur logistique aujourd'hui, qui devient vraiment un secteur porteur important, stratégique pour le développement de pays, pour le développement du secteur industriel. Vraiment,
quelles sont les problématiques de secteur industriel en matière de transport et en matière de logistique. Les problèmes qui vous remontent de terrain, vraiment pour partager l'expérience ici. Ben, écoutez, vous me permettez une bonne transition parce que la vérité, il faut le dire, de toutes les façons, je pense que ce n'est un secret pour personne. La logistique en elle-même, ou communément aujourd'hui on l'appelle la supply chain, la chaîne des valeurs, c'est normal parce qu'il y a plusieurs étapes et plusieurs maillons de la chaîne. Il faut dire la chose telle quelle, il faut être très franc. C'est qu'au Maroc, on a toujours considéré la logistique comme le maillon faible. Alors qu'aujourd'hui, voilà, la prise de conscience a démarré quasiment en 2009 en créant ce qu'on appelle le contrat-programme de compétitivité logistique, qui n'est rentré en vigueur qu'en 2012 avec la mise en place, bien sûr, de l'Agence marocaine de développement de la logistique. L'AMDL. L'AMDL, qui n'est pas, si vous voulez, une agence de régulation, sinon une agence de développement. Et qui a joué un rôle vraiment capital et prépondérant aujourd'hui pour un petit peu initier l'ensemble, si vous voulez, des logisticiens, que ce soit du secteur privé ou du secteur public dont nous faisons partie. Aujourd'hui, vraiment donner, si vous voulez, un peu la vision. La vision a été très claire. Et parmi les défis majeurs aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est de considérer la logistique comme maillon faible. Deuxièmement, on parlait, c'est parlé de PME, PMI. Aujourd'hui, c'est le problème majeur. 80% du tissu économique marocain est constitué de PME, PMI. Et le problème majeur, c'est ces gens-là de les encourager et de les pousser à externaliser. Parce qu'il faut toujours dire... Pour se concentrer sur le métier de base. Exactement. Aujourd'hui, le message est clair. On a tout à gagner si on se concentre sur notre métier de base. Parce qu'en se concentrant sur notre métier de base, si vous voulez, c'est une pléiade de solutions qui s'ouvrent automatiquement. Dans ce qu'on a, le panel qui nous a précédé, l'innovation et la technologie. Aujourd'hui, si on veut innover, ben, les gens aujourd'hui, on sait en quoi innover. Il y avait un monsieur qui a dit tout à l'heure, je ne me rappelle plus qui c'était, mais une réflexion qui est très sensée. Aujourd'hui, la recherche et le développement doivent se focaliser sur les attentes du marché. Voilà. Que ce soit dans tout domaine, tout azimut. Ça peut être le médical, ça peut être l'industrie, ça peut être l'automotive. Bah, on trouve toujours des gens qui sont en train de faire de la recherche nucléaire. Bah, la nucléaire, elle a connu ses limites. Aujourd'hui, il faut innover dans des choses. Enfin, le time to market doit être vraiment, vraiment très rapide. Donc ça, c'est un deuxième défi. C'est comment arriver à encourager ces gens. Et à partir de là, nous avons créé, si vous voulez, un levier, ce qu'on appelle Africa Export Plus, que nous avons dirigé vers Maroc Export, que nous avons dirigé aussi vers la SMEX, l'Association marocaine des exportateurs, qui leur permettra d'avoir une traçabilité, une massification des flux. Quand on parle de massification et de traçabilité, veut dire une productivité, une économie d'échelle. Parfait. Donc aujourd'hui, je pense qu'autour de cette table, et même avec l'honorable présence, il faut aujourd'hui militer pour que la logistique, si vous voulez, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, votre logistique est mauvaise, vous perdez des points du PIB. C'est automatique. Vous avez dit tout à l'heure en fait que la réflexion a démarré en 2009 pour mettre à niveau le secteur. Alors je vous dis rapidement en deux mots, je veux passer la main à Jafar avant, on va dire 2009-2010. Un petit bilan rapide. Voilà, le Maroc était classé quasiment 105e dans la compétitivité logistique avant 2010. Et la logistique nous coûtait 21% du produit intérieur brut. Le programme logistique, en 5 ans, ça veut dire 2010-2015, qui est 2012-2017, on fera le bilan à la fin de l'année 2017. Mais déjà, j'ai beaucoup de, si vous voulez, d'informations importantes qui sont aujourd'hui que le Maroc est passé déjà du 105e rang mondial à 50e mondial en 2014. On a reculé un petit peu aujourd'hui pour occuper la 65e place, mais l'avenir est prometteur. Donc déjà, remarquez combien on a gagné en termes de classement mondial. Pourquoi? Parce qu'on a mis la logistique au cœur, si vous voulez, de notre développement. Deuxième des choses aujourd'hui, c'est le développement davantage de ports à l'international, dont Tangemed en premier, avec le deuxième terminal, et qui permettra de drainer plus d'échanges au niveau d'économie internationale. Il ne faut pas oublier aussi que l'infrastructure a suivi. Et du coup, aujourd'hui, c'est juste une question aujourd'hui d'externalisation. Parlons d'infrastructure, mais on va dire que Tangemed est une fierté aujourd'hui comme une infrastructure de plateforme logistique au niveau de Tanger. Et je vais passer la main à C. Jafar, qui est le directeur général de Tangemed, TMSA, en passant de la logistique terrestre à la logistique maritime, on veut dire. Alors, quel est vraiment votre apport au secteur, en restant focalisé sur l'industrie, je dirais, au Maroc, c'est-à-dire les industriels, quel apport, je dirais, en termes d'offres et d'accompagnement
pour ce secteur CEJAF. Très rapidement, une petite précision. J'occupe effectivement le poste de directeur général de la plateforme industrielle. Donc, nous sommes un groupe qui développe deux activités principales. Une activité portuaire, infrastructurelle, donc la gestion du port, et une activité d'accompagnement des industriels dans le cadre de la mise sur le marché ou de la proposition d'une offre de foncière dont je pense Sesmar parlera aussi tout à l'heure. Nous participons de la même activité, des zones industrielles donc, qui ont vocation à héberger finalement les initiatives privées qui émergent au Maroc ou depuis l'international. Alors, juste pour rebondir sur le point de Sibn Jelloul, la partie infrastructure logistique est très importante, effectivement, dans l'industrie. On n'en parle jamais suffisamment assez. L'amélioration du classement du Maroc sur la partie service logistique au sens propre du terme, le passage de la 105e place à la 45e ou 50e, on ne le fait pas facilement. Hein. L'équipe de foot n'arrive pas à le faire encore, donc c'est vraiment compliqué. Et le Maroc a réussi à le faire sur la base des services, donc sur cette logique-là, et il a été encore plus performant sur la partie infrastructure. Puisque avant l'arrivée du port Tangemed spécifiquement, le Maroc classé dans les classements des Nations Unies pour la logistique et la connectivité en fait commerciale, donc finalement ce qui permet au Maroc d'exporter, on était classé 86e. Et grâce à ce qui est notre fierté commune à tous, ce projet Tangemed, nous avons aujourd'hui un classement qui est plus que honorable, puisque nous sommes 16e dans le classement des Nations Unies par rapport à la connectivité commerciale du pays. Ce qui donne de très grandes opportunités pour l'industrie. Et pour l'anecdote, j'espère que ça vous fera sourire. En tout cas, moi, ça me fait sourire à chaque fois que je le dis. Nous sommes classés entre l'Italie et le Japon. Je ne pense pas qu'on soit classé dans beaucoup de sujets entre l'Italie et le Japon. Donc c'est toujours un motif de satisfaction, mais le plus important, effectivement, est le software. C'est la capacité de développer une industrie qui va se greffer sur l'infrastructure et qui va la valoriser. Et sur ce sujet-là, bon, on a d'autres points à avancer. Alors, pour revenir très rapidement sur notre activité, elle est très simple. L'agence a été créée avec des prérogatives qui sont assez élargies. Elle a transmis ses prérogatives à une personne morale qui est donc Tangemed Zones, qui s'occupe de l'interfaçage avec les opérateurs industriels, qu'ils soient nationaux ou internationaux, avec une logique très simple, simplifier le parcours du combattant de l'investisseur, simplifier son installation. Nous sommes quand même, nous disposons d'une administration qui est très efficace, mais qui est aussi assez difficile à appréhender pour un investisseur, notamment international. Et donc la mutualisation, entre guillemets, et la délégation des pouvoirs de l'État, qu'il s'agisse des pouvoirs liés aux constructions, aux autorisations d'installation, aux autorisations d'exploitation et ainsi de suite, à une seule entité simplifie énormément finalement la démarche des industriels. C'est ça notre proposition de valeur, c'est de faire l'interface en tant qu'autorité de zone franche, comme c'est le cas à Medz aussi, à Kenitra par exemple ou à Casablanca. Dans notre cas, il y a une spécialisation géographique sur Tanger, parce qu'il y a 5 zones franches sur Tanger, si on prend en considération toutes les zones franches en activité ou en cours de développement. Et l'idée, c'est d'être capable de simplifier au maximum l'installation d'opérateurs. Et ça marche. Ça marche jusqu'à un certain point. Et c'est vrai que nous pouvons avoir un rythme beaucoup plus élevé. Il est toujours possible d'avoir des projections plus optimistes. Et il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais en tout cas, l'esprit du projet, tel qu'il existe aujourd'hui, est pertinent et répond effectivement à un besoin. Parfait. Je vais partir vers Sesmar, effectivement. Medz aujourd'hui, donc vous avez lancé beaucoup de zones industrielles à travers le Maroc. Quelle est votre offre aujourd'hui en termes d'accompagnement? Je sais que l'industrie est le cœur de votre business model, le cœur de votre stratégie. Donc quel bilan aujourd'hui de Medz par rapport aux zones industrielles actuelles et quel est le projet des 3 ou 5 années à venir? Bon, en fait, Medz, comme je l'ai précisé tout à l'heure, lorsqu'elle a été créée en 2002, elle a été positionnée comme accompagnateur des stratégies sectorielles. On a commencé par le tourisme en 2002 et en 2005, on a enchaîné sur l'industrie avec la première version de la stratégie industrielle, Émergence. C'était la stratégie Émergence.
Et donc là, la stratégie, c'est ça un petit peu l'élément différenciateur des zones nouvelle génération par rapport aux zones anciennes. C'est le fait que cette offre, elle s'inscrit dans une démarche holistique et qui est tracée par la stratégie. Elle s'intéresse à l'ensemble des prérequis de la compétitivité. Comment faire en sorte que notre Maroc, que notre pays soit un site de prédilection pour des investissements par rapport à des secteurs à fort potentiel de croissance. C'est ce qu'on appelle communément les montiers mondiaux du Maroc. Et donc on a essayé d'arrimer notre offre par rapport aux secteurs où nous présentons des avantages compétitifs. C'est le cas de l'automobile, c'est le cas de l'aéronautique, le cas de l'électronique et les autres secteurs traditionnels. Et donc là, Medz était dans la feuille de route industrielle, émergence, le pacte pour l'émergence industrielle en 2009 et le plan d'accélération industrielle en 2014. Et donc on a, au fur et à mesure, arrimé notre offre, justement, par rapport à ces nouvelles donnes que la stratégie industrielle a apportées. Donc Medz d'aujourd'hui, c'est une locomotive des stratégies. C'est un des bras armés avec TFZ et avec TMSA la stratégie globale pour mettre en œuvre la stratégie et contribuer à sa déclinaison régionale et territoriale. Et donc là, naturellement, lorsqu'on parle, lorsque la stratégie a mis en place ces zones, elle a essayé de nous assigner en tant que partenaire de l'État de la mise en œuvre de zones qui intègrent un écosystème qui permettrait à des investissements de se concrétiser dans les meilleures conditions. Vous vous rappelez bien que le foncier, par le passé, constituait un des freins, et ça revenait à chaque fois. On a parlé au départ de 5F, après les 3F, mais le foncier revenait à chaque fois. Dieu merci, ce matin, je n'ai pas entendu une fois que le foncier constituait une entrave à l'investissement. Et ça dénote des efforts importants qui ont été déployés. Aujourd'hui, si on prend l'actif de notre société, nous avons mis sur le marché 1700 hectares. Très bien. 14 zones, dans 4 zones franches. Bon, on a commencé par l'offshoring, Casa Shore, Rabat Technopolis, Fez Shore, Oujda Shore, et on a enchaîné sur l'industrie. On a l'Atlantic Free Zone, positionné sur le secteur automobile. Et parce que justement, il y a eu un développement soutenu, avec beaucoup d'emplois. En 4 ans, 15 000 emplois ont été créés. L'État a décidé de nous assigner une nouvelle concession sur une extension pour abriter le deuxième constructeur Peugeot. Et aujourd'hui, nous faisons de l'accompagnement de Peugeot pour que c'est important. Un autre chiffre, c'est moi, combien aujourd'hui d'entreprises totales installées dans les 14 zones? 300 clients, 50 000 emplois. 50 000 emplois. Et 270 000 mètres carrés de bureaux au niveau des zones que nous gérons. Et naturellement, aujourd'hui, le challenge, c'est consolider cette montée en charge. Bon, on a clairement le secteur automobile, qui est aujourd'hui le secteur pilote, qui montre le chemin. On a eu un développement structurellement soutenu depuis plus de 7 ans. Chaque année, moi je me rappelle, le secteur de l'automobile avait réalisé 1 milliard en 2000 d'export. Cette année, on a pratiquement réalisé 60 milliards. Et depuis 2014, on a dépassé les phosphates. Et donc là, c'est un secteur qui est aujourd'hui en train de montrer le chemin et de tirer. Il y a l'aéronautique aussi, il y a l'électronique avec la partie embarquée qui suit ces deux secteurs. Le textile aujourd'hui, il reprend. Il est en train de reprendre la croissance. Il y a l'agro-industrie aussi avec la signature d'une offre intéressante et qui certainement va stimuler donc l'investissement dans ce secteur. Et à ce titre, nous avons également une offre positionnée sur l'agro-industrie puisque nous réalisons la moitié des agropoles que le plan Maroc Vert a prévu. Et donc nous avons l'agropolis Meknes, l'agropole de Berkane et l'agropole de la région du Souss-Messa. Et donc c'est un petit peu un accompagnement en infrastructure, absolument. Et il y a aussi Aliopolis, c'est une zone dédiée sur la valorisation des produits de la mer. Et donc notre démarche, c'est de, disons, dupliquer ce concept de zone avec une infrastructure de standing international et aussi autour le guichet unique. Quand on est en zone franche, c'est un guichet unique au vrai sens du mot, puisque la loi permet, avec une autorisation, de dispenser l'investisseur de toutes les autres autorisations. La deuxième chose, c'est un petit peu
l'environnement approprié, on prévoit des lots pour la logistique et à ce titre, nous souhaitons vivement que la SNTL fasse un clin d'œil aux autres zones qui ne sont pas encore touchées. Nous sommes en train de discuter, mais nous souhaitons vivement que ça puisse se concrétiser, qu'on ait des zones logistiques, parce que la logistique, effectivement, est un facteur de compétitivité. Absolument. Et on a des ambitions très importantes, et on le voit à travers les classements. Nous sommes en train d'avancer de manière soutenue, et donc nous souhaitons vivement que... La vérité, un bilan très très positif, et ça fait plaisir d'entendre ces chiffres, nombre de zones, et votre contribution dans la déclinaison de la stratégie globale de développement au niveau Maroc, que ce soit le plan vert ou le plan émergence il y a quelques années, et maintenant le plan d'accélération industrielle. Quelle est la vision aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on prévoit pour les prochaines années? Alors aujourd'hui, bon, déjà, il y a le challenge de valoriser ces zones qui ont été réalisées, ces 1700 hectares. Le marché, on ne peut pas le gaver. C'est un marché qui prend chaque année pratiquement 20 à 25 milliards de dirhams d'investissement dans le secteur industriel. Et donc c'est entre 60 et 80 hectares par an. Et donc il y a un effort important de soutenir l'investissement, de faire en sorte que le Maroc soit un site de prédilection d'investissement direct étranger. Alors il y a ce volet. Il y a le deuxième volet. Les prochaines zones qui sont en vue, il y a des projets en cours. J'y arriverai à un point important qui me tient à cœur et qui est important et qu'on a évoqué tout à l'heure. Quand on voit la structure de l'investissement au Maroc, il y a essentiellement de la croissance organique, donc des entreprises qui existent et qui connaissent une croissance. Qui évolue. Nous avons le deuxième paramètre, c'est des IDE, mais on a très peu de création ex nihilo. Et là, il y a un effort important à faire à travers tous les leviers dont on a parlé tout à l'heure, les incubateurs, les conteneurs, les pépinières, tout ce soutien qui permettrait à des jeunes porteurs d'idées à confirmer la viabilité de leurs idées sur le plan économique et financier et pouvoir concrétiser des projets. Et là, on pourra générer de nouveaux tissus d'acteurs marocains et qui se joindraient à l'investissement qui se fait au niveau général. Donc ça, c'est... Alors, en termes d'orientation, aujourd'hui, il y a un dispositif de régionalisation avancé. Ouais. Et aujourd'hui, on est sollicité pour accompagner certaines régions à mettre en œuvre le plan de développement régionaux. Nous sommes sollicités par plusieurs régions et donc aujourd'hui, nous nous apprêtons à initier donc une coopération avec ces régions. Nous sommes aussi sollicités par des pays africains. Aujourd'hui, on a 4 pays avec lesquels on a signé des conventions d'assistance à maîtrise d'ouvrage et donc nous leur faisons de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et l'idée, c'est de pouvoir réaliser des zones similaires à celles que nous réalisons ici et d'encourager des joint-ventures et des partenariats entre investisseurs marocains qui aujourd'hui se positionnent sur le marché africain avec des opérateurs en Afrique, sans oublier, bien sûr, à continuer à accompagner le développement industriel, le développement agro-industriel, le développement de l'offshoring et les autres secteurs. Parfait. Donc, en fait, c'est Mehdi, vous êtes chef de département aide aux investisseurs. Donc aujourd'hui, l'accompagnement du secteur industriel passe aussi par des investisseurs, soit marocains ou même, je dirais, étrangers. Donc CRI, qu'est-ce qu'il offre par rapport à cet accompagnement des investisseurs? Et si vous pouvez partager avec nous quelques chiffres, quelques bilans par rapport à ce volet des investisseurs au Maroc. Par rapport au bilan, à titre indicatif, donc en 2016, un cumul de projets d'investissement de l'ordre de 37 milliards de dirhams ont transité par le CRI, qui ont permis la création de 26 000 emplois. Donc le grand lot l'accapare le secteur industriel avec 67%. Donc on voit l'ampleur et les perspectives du secteur qu'il faut développer prochainement. Donc la région de Casablanca-Stade, pour garder le cap comme étant une région à vocation industrielle, elle doit jouer, surtout fournir aux investisseurs
de par notre quotidien deux principaux prestations. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Smar, le foncier. Le foncier, il est très demandé, surtout par rapport aux investisseurs étrangers et par rapport aux procédures administratives. Donc, il faut simplifier les procédures administratives. D'ailleurs, dans le cadre du comité régional pour l'amélioration du climat des affaires et pour son plan d'action pour l'année 2017, d'ailleurs, c'est les deux axes qui ont été pris pour l'année 2017. Donc, pour le foncier industriel, le plan d'action, il vise à réhabiliter et à développer certaines zones industrielles existantes et à développer d'autres. Quel type de projet aujourd'hui que CRI a accompagné en exemple 2016 ou 2017? Quelques exemples de projets concrets qui ont été passés dans les... Vous avez dit un chiffre très important, 27 milliards. 37 milliards. 37 milliards. Voilà. Donc, quel type de projet c'est Mehdi? Les types de projets industriels, c'est surtout dans le chimie, parachimie, dans l'aéronautique, donc surtout avec la MEDZ, pour la deuxième tranche et bientôt la troisième tranche. Donc on est en phase d'assainissement du foncier et tout. Aussi on oriente les investisseurs surtout pour les écoparcs, l'écoparc de Stade, l'écoparc bientôt l'écoparc de Barchid. Effectivement, parce qu'en fait aujourd'hui, il y avait quelques années, les investisseurs réclamaient que les procédures sont lourdes, que le processus administratif est compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours le cas ou CRI a joué vraiment son rôle et a donné cette facilitation? Donc M. Smart alors a donné un exemple même légal qui facilite l'investissement. Est-ce qu'aujourd'hui CRI a facilité, a atteint son objectif? Parce qu'en fait c'était ça, la mission initiale de CRI, c'est de faciliter l'investissement, attirer les investisseurs. Personnellement, on n'a pas encore atteint cet objectif, mais on est sur la route. Déjà, plusieurs actions ont été entamées pour la simplification des procédures. Il y a eu la dématérialisation récemment des autorisations de construire avec la plateforme Casa Urba. Déjà, ça c'est un acquis. Prochainement, il y aura d'autres dématérialisations, par exemple les autorisations commerciales. Il y a le raccordement à l'assainissement, à l'eau potable. Et bientôt, il y aura tout ce qui est procédure investissement, il va être dématérialisé, notamment tout ce qui est acceptabilité environnementale. Très bien. C'est Smart, vous voulez rajouter un petit mot? Une précision, quand notre ami du CRI parle des complications, nous aussi, nous les vivons en amont, avant de commencer à ménager. Mais nous anticipons ces problèmes et nous les épargnons aux investisseurs finaux. Très bien. C'est nous qui les portons, nous les appuierons et nous avons un soutien extraordinaire de CRI. Est-ce que vous êtes satisfait de CRI aujourd'hui? Clairement, aujourd'hui, nous manageons l'attribution au niveau de Midpark, la zone positionnée sur l'aéronautique à Casablanca, avec le CRI. Et donc nous tenons les réunions ensemble, nous tenons par rapport aux problématiques liées au foncier brut, c'est avec M. Louali, des comités de pilotage qui l'organisent, et en mettant autour de la table l'ensemble des acteurs, la commune, l'agence urbaine, et on essaie d'avancer pour justement que nous puissions lancer la deuxième tranche de Midpark, parce qu'on a le challenge, on a Boeing aujourd'hui qui a décidé de sourcer plus 1,2 milliard ici à travers des PME, et donc il faut qu'on soit prêt pour que cette plateforme puisse abriter ces PME. Parfait. Merci beaucoup. Je vais en fait poser une question, je dirais chacun va répondre en brièvement 1 minute. Vous avez en face de la salle des industriels ou des personnes qui sont dans l'industrie. Quel message vous voulez leur passer pour qu'ils bénéficient de votre offre, qu'ils
qu'il vient, je dirais, pour quel message aujourd'hui vous passez, si vous voulez dire un petit mot, un dernier mot par rapport à cette thématique qui est l'accompagnement des industriels qu'elle offre. Voilà, un petit mot, c'est tout fait. S'il faut dire, je passe la main. J'allais dire d'avoir de la pertinence sur le mot, c'est l'audace. Très bien. Micro, c'est tout fait. Ce que nous connaissons, nous enregistrons comme progrès, n'est absolument rien par rapport à ce qui est la cible. Donc, levons la tête un peu. Regardons pas trop devant, risque de trébucher. Il faut voir très haut. Et l'industriel, de par son métier, il n'a de vision qu'à moyen et long terme. Sauf que dans cette vision à moyen et long terme, ce qu'elle change, c'est un nouveau paradigme, c'est qu'il est en perpétuelle, j'allais dire, remise en cause par l'innovation, par la R&D, par l'écoute. Mais allez-y, l'avenir vous appartient. Très bien. Un petit mot, c'est Mehdi, par rapport à aujourd'hui, quel message vous voulez passer aux industriels en termes d'accompagnement? L'accompagnement, c'est surtout par rapport à... Il faut qu'ils s'unissent. Donc il faut qu'ils s'unissent pour que les autorités puissent... pour que soit l'interlocuteur unique vis-à-vis des investisseurs. Donc, du moment où ils sont séparés et chacun vient de son côté discuter de ses problèmes, ça nous alourdit la tâche. Oui. Donc, il vaut mieux qu'ils s'unissent soit en groupement d'intérêt économique, en fédération, en ADA. Donc, ça permettra... Le matin, il y avait un panel très intéressant. Toutes les fédérations étaient là. Oui. De l'automobile, de l'aéronautique, de la plasturgie. Ça, c'est sectoriel. Mais des fois, au niveau de la même zone, on trouve des difficultés liées à des zones. Oui. Et là, chacun il parle de son côté. Ouais. Voilà. C'est surtout les associations. Des zones industrielles. Donc, ça permet aux autorités de résoudre le problème dans une vision globale. Et comme ça, les zones vont être soit réhabilitées, soit... voilà. Très bien. Moi, pour ma part, je voudrais d'abord dire que nous sommes donc présents sur tout le royaume et nous avons une structure donc commerciale. Nous sommes basés à Rabat, au siège de CDG Développement, avec une équipe commerciale, nous sommes disposés à répondre aux demandes des industriels qui le souhaiteraient pour leur proposer soit du terrain aménagé, soit du bâtiment clé en main, soit de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc nous pouvons construire pour eux s'ils le souhaitent et nous ferons de l'accompagnement pour eux de manière à ce qu'ils puissent concrétiser leur investissement. Aujourd'hui, il y a une fenêtre d'opportunité extraordinaire qui s'offre à l'investissement. Et je suis très bien à l'aise pour en parler. Il y a 20 ans, l'industrie avait des budgets très très faibles et ne pouvait. Aujourd'hui, on a 20 milliards qui sont là, le Fonds de développement industriel, avec un volontarisme extraordinaire par rapport aux différents secteurs. Et donc, c'est une fenêtre d'opportunité qu'il faut, il faut en profiter. Et il n'y a pas que... c'est une offre globale, packagée, il y a de l'infrastructure, il y a des produits d'appel, il y a un soutien de l'État, il y a des conventions qui sont passées, il y a une offre logistique, et donc tous les prérequis sont là pour permettre à des investissements de se concrétiser. Et on n'est pas en train de... C'est pas une vue de l'esprit, c'est ce que nous vivons aujourd'hui au quotidien. Le secteur automobile, on a un deuxième constructeur, et j'espère un troisième. Mais on a des équipementiers qui sourcent les deux constructeurs, mais plusieurs dans la péninsule ibérique. Aujourd'hui, nous avons atteint, de par notre capacité installée de production, les 650 000 véhicules. Nous commençons à devenir un marché intéressant pour des fabricants de pneus, pour des fabricants de pare-chocs. Et donc, nous avons atteint les masses critiques pour attirer de grands équipementiers. Et donc, le paradigme au niveau du secteur automobile est en train de changer. On était dans le câblage, on est en train de passer
à un niveau de sophistication avec une intégration importante. On va atteindre les 65% et peut-être après 85%. Il y a le secteur aéronautique aussi qui est en train d'aller en croissance. Et donc là, c'est une magnifique, disons, croissance que notre économie est en train de vivre et qui est porteuse d'espoir pour notre économie. Et donc je ne peux qu'encourager, réitérer mes encouragements aux investisseurs que vous êtes à venir chez nous pour avoir ce qu'ils vous font. Merci. C'est Abdelrahim Maksbi. Oui, merci Ndianechi. 5 points. D'abord, d'une manière pratico-pratique, programme IMTIES aujourd'hui accessible. Il reste 2 éditions pour cette année, pour le 18 septembre et le 15 décembre. Donc IMTIES finance jusqu'à 20% avec un plafond de 10 millions de dirhams. Nous sommes également sur l'assistance technique pour les entreprises qui veulent améliorer leur productivité, management d'innovation, avoir de la visibilité, certification qualité. Donc on finance l'expertise jusqu'à 80%. L'analyse d'impact montre que les entreprises qui sont accompagnées par Maroc PME gagnent en chiffre d'affaires jusqu'à 3,8% par année. Troisième point, c'est le digital, condamné à être de plus en plus digitalisé. J'ai tout de suite une application web sous la main sur IMTIES que je vais passer à Hicham pour ceux et celles qui sont intéressés. Quatrième point, nous sommes totalement ouverts à toute réclamation, critique, etc. Donc, info centre chez nous, c'est 0802 505. Et dernier point, notre cheval de bataille, centre d'intérêt de notre travail, c'est l'emploi, les ressources humaines, hommes et femmes, et le bonheur, pourquoi pas, dans le travail. Merci, Serdar. Alors, c'est Jafar. Alors, je vais essayer aussi de me faire applaudir. On l'applaudit, hein. J'allais rebondir sur le message d'optimisme de M. El Harrach. Effectivement, aujourd'hui, peut-être que l'expérience, en tout cas, de tout le monde ne permet pas de le sentir, mais c'est Smart peut en témoigner. Je pense que vous avez une responsabilité sur les zones industrielles à un moment au niveau du ministère. Je parle aussi pour le CRI. J'ai, dans une autre vie, créé une entreprise. Donc, je suis passé en 2005 par une autre relation avec l'administration. Il y a un changement de paradigme vraiment très visible, et en tout cas pour ceux qui s'y intéressent sérieusement, très palpable, avec des impacts très concrets sur la vie d'un industriel. Aujourd'hui, il y a une équipe Maroc, il y a une offre marocaine, effectivement, avec des administrations qui sont business-friendly, qui ont des numéros verts, qui ont des applications, qui sont là pour proposer des solutions innovantes pour le financement, pour toutes les activités qui sont pertinentes. Et pour ce qui est des zones industrielles, il y a même un site qui a été fait par le ministère qui s'appelle zoneindustrielle.ma, qui regroupe un peu toutes les offres de foncier que nous avions au Maroc. Et pour remettre les choses dans leur contexte, il y a 10 ans, quand Renault est venu s'installer au Maroc, elle a eu du mal à trouver le terrain. Donc il faut bien comprendre qu'à l'époque, le foncier, c'était la question de base. On aurait eu 3 panels sur le foncier aujourd'hui. Et on n'aurait pas résolu la question. Donc aujourd'hui, on est passé à un autre stade. Il faut y croire. Il faut se donner aussi les moyens d'y croire, les moyens humains, avoir une vision. Et comme vous avez pu le remarquer, l'essentiel des opérateurs qui sont aujourd'hui autour de cette table ont quelque part une lecture et des partis pris qui ne peuvent que permettre d'avancer, avec des points d'achoppement des fois qui ne sont pas forcément maîtrisés ou pour lesquels on n'a pas encore suffisamment, on va dire, d'expérience au Maroc. Mais on avance et je pense que le fait de donner la parole en dernier lieu à la logistique est très important parce que tous ces industriels-là travaillent dans un marché qui est mondial. Maintenant, tous les produits sont assemblés quelque part mais sont fabriqués partout. Et pour les acheminer, les ramener au bon coût, avec les bons délais, de la bonne manière au Maroc ou ailleurs, la dimension logistique doit être absolument transversale. J'arrête là-dessus, sinon je... Merci à tous.
Voilà, Merci pour cette transition. Écoutez, qu'est-ce que je dois dire? Bon, je pense qu'on a tout dit, mais je dirais une chose. Ah non, il n'y a pas de souci. Il faut applaudir au début. Pas l'oublier. De toutes les façons, pour ne parler que de l'industrie, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet imminent. De toutes les façons, on ne pourra pas faire le tour en une journée. Moi, je dirais une seule chose, c'est que le secteur connaît une mutation. Et une grande mutation, ça veut dire que les choses aujourd'hui se font très rapidement. On a parlé de la digitalisation, on a parlé de l'innovation, on a parlé de la technologie. Donc aujourd'hui, on n'a pas vraiment droit à l'erreur en termes d'industrie. Qui dit pas droit à l'erreur, donc on doit innover et en même temps, on doit gagner. Pour gagner, il y a un seul mot, c'est l'optimisation. L'optimisation, c'est la logistique. Optimisation, massification des flux, se concentrer sur son métier de base. Aujourd'hui, la SNTL vous accueille à bras ouverts quand vous voulez. Vous pouvez vous connecter sur notre site internet www.sntl.ma. Vous trouverez les contacts qu'il faut. Et on serait prêt à vous faire une visite de notre plateforme au niveau de Mohammedia et éventuellement notre présence à travers le royaume. Nos projets africains, qu'on a déjà amorcés il y a plus de 6 mois. Et voilà, nous continuons, si vous voulez, à porter cette responsabilité citoyenne, celle de développer des écosystèmes qui seront et qui sont vraiment là à l'aide de la compétitivité nationale. Comme l'a dit Sismar, nous aimerions bien aller vers Knetra. Nous sommes en train d'étudier vraiment l'opportunité et pour de bon. Ceci dit, il y a de la place pour tout le monde. Nous ne sommes pas tout seuls parce qu'on est toujours taxé d'être, on est vraiment le monopole et des subventions de l'État. Permettez-moi de balayer d'un revers toutes ces dits non fondés, parce qu'on est une entreprise aujourd'hui qui s'autofinance et qui se développe elle-même et qui a sa capacité d'autofinancement et qu'on n'a jamais eu de subvention. Le monopole a existé de 1937 à 2003, loi 1699, et depuis 2003, il n'y a pas de monopole. C'est une entreprise citoyenne comme les autres. C'est un acteur économique qui se bat tous les jours. C'est une question aujourd'hui d'hommes. Il ne faut pas oublier une chose hyper importante. Vous avez beau avoir les meilleures installations au monde, la plus grande technologie, si vous n'avez pas de ressources, vous n'avez rien. Donc mettez le capital humain au cœur de n'importe quelle activité et vous aurez la réussite escomptée. Merci. Très bien, bravo. Donc merci, merci Seydou Ferlahash, secrétaire général de CCG. Merci. Donc nous avons la garantie pour nos financements. Merci, c'est Medai Tiberi, chef département CRI. Donc nous avons l'accompagnement pour faciliter l'investissement. Merci, c'est Sma Mohsin, membre de directoire de Medzed. Donc nous avons plus de problèmes fonciers aujourd'hui. Merci, c'est Arsbi Abdelrahim DGA de AMPME. Donc vous avez des projets d'extension, de développement ou de, je dirais, d'investissement. Donc nous avons un fonds qui est important au niveau de... Merci, c'est Jafar, directeur général de TMSA. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus un problème c'est TMSA, c'est Tanger Medzen, voilà. Tanger Medzen. Donc nous n'avons plus un problème aujourd'hui pour optimiser notre supply chain logistique. Merci beaucoup, c'est Zuhaib Njiloun, directeur général de supply chain à SNTL. Donc se concentrer sur votre métier et donner à STL la main pour optimiser votre chaîne logistique. Voilà. Merci beaucoup et sous vos applaudissements.